illustration. Regardez cette carte, c'était la nuit dernière. Illustration de ce déluge de feu de fer sur l'Ukraine. Plus de 10 heures de frappe, deuxième attaque massive en 48 heures. À nouveau, la capitale qui est visée. Le bilan humain est lourd et principalement, ce sont des immeubles d'habitation et des populations civiles une nouvelle fois touchées. Regardez ces images. Après les images, je vous propose les témoignages de ces habitants de Kiev après une nouvelle nuit en enfer. Je suis descendue à la station de métro pour ne pas entendre tout cela à la maison, pour me protéger un peu et augmenter mes chances de survie. Depuis 1 mois et demi, je manque constamment de sommeil car les attaques sont devenues beaucoup plus fréquentes et actives. Il y a eu des explosions, une par une, de tous les côtés. Il y a eu une très forte explosion et un bruit de verre brisé. Tout le monde est resté sans voix et terrifié. Nous sommes ensuite sortis et avons vu le feu. Le 8e étage était en feu. Clairement, ces attaques sur l'Ukraine participent à une stratégie voulue, décidée par Moscou au Kremlin. On veut continuer le travail de sape sur les populations ukrainiennes pour qu'elles fassent pression sur le pouvoir politique, mais également une façon d'user ce qu'il reste des stocks de la défense aérienne. 24 000 drones ont été envoyés par la Russie sur l'Ukraine depuis le début de l'année, Valéria. À nouveau les civils, à nouveau les habitations. Est-ce que ça peut encore fonctionner ? Qu'est-ce que cherche le Kremlin ? C'est exactement ce à quoi j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est un message pour les Occidentaux en leur disant plus vous permettez à l'Ukraine de résister, plus je frappe les civils et donc arrêtez de les aider à résister et comme ça on trouvera un compromis. Soit c'est un message pour la population ukrainienne, mais elle ne cédera pas, elle a pas cédé depuis 3 ans, elle ne mettra aucune pression supplémentaire à sa direction, enfin à sa gouvernance tant qu'il n'y aura pas de vraie avancée sur la sécurité future de l'Ukraine. Donc, clairement, c'est une manifestation de moyens. C'est des dépenses énormes pour la Russie parce que tous ces drones ont un coût, tous ces missiles ont un coût. Pour un résultat stratégique nul, absolument, puisqu'ils ne frappent pas les dépôts de munitions ou les dépôts de carburant ou je ne sais quel matériel militaire. Donc, c'est la terreur pure, simple et gratuite, totalement inutile, mais qui épuise les lignes arrières, qui épuise les gens qui maintiennent encore tant soit peu l'économie ukrainienne en place. Et donc, soit les Russes ont vraiment envie de terroriser massivement, soit ils manquent de renseignements et donc des points stratégiques, parce qu'on se rappelle que l'Ukraine produit une certaines parties de son matériel militaire sur place. Pour autant, on ne voit pas ces frappes-là sur ces usines-là, mais on les voit bien sur les civils. Elles ne sont pas stratégiques, elles sont sur les civils, vous avez tout à fait raison, mais il y a quand même quelque chose. Je crois que c'est sous votre contrôle, Grégory, hier. 900 drones et missiles tirés par les Russes, 700 ont été un peu plus détruits par la défense antiaérienne, et cette nuit, un peu plus de 400 drones et missiles, et moins de 50% détruits par la défense antiaérienne de la capitale ukrainienne. C'est-à-dire que Moscou cherche aussi à vider ce qu'il reste des stocks d'armes antiaériennes, et on sait que c'est ce qui manque presque le plus aux Ukrainiens aujourd'hui. Oui, s'il y a un message en dehors de terroriser la population civile, et entre parenthèses, je trouve ça bien qu'au début de cette séquence, vous ayez diffusé les images de nuit avec le son, parce que c'est sûr que sur nos plateaux, on débat beaucoup de la situation en Ukraine. Il faut juste rappeler que quand vous avez une vague comme ça de drones, qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants ? Ça veut dire réveiller les enfants, les prendre par la main, descendre à l'abri, descendre dans le métro, et donc vous avez eu
les yeux de cette jeune femme, la première interrogée dans le Et c'est vrai métro. que, évidemment, nous sommes loin de ça, nos envoyés spéciaux vivent ça aussi, mais racontez ce que c'est. Tous les soirs, vous devez descendre, par exemple, dans la station de métro avec vos gamins en pyjama, parce que vous avez peur qu'un missile ou un drone vienne frapper votre appartement. Oui, et donc, il y a terroriser la population, et puis il y a ce message de dire que la défense antiaérienne ukrainienne n'est peut-être pas à même d'intercepter tous ces vecteurs. Et donc Poutine en profite pour montrer que les Ukrainiens ne peuvent pas se défendre, et donc il peut continuer à aller plus loin. Et c'est là évidemment que on a envie que ces images soient vues aussi du côté de la Maison Blanche. Si vous freinez la livraison d'armes, de défense antiaérienne, voilà ce que ça provoque. C'est ça la situation que les Ukrainiens et les civils notamment vivent aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, on va écouter Donald Trump, il s'est exprimé à nouveau sur les livraisons d'armes. On a beaucoup parlé des missiles Patriot, mais il n'y a pas que ça. Il y aurait également des obus 255 dont montrent cruellement les Ukrainiens, mais également d'autres missiles qui sont là aussi sur le terrain, tout aussi indispensables. Écoutons le président américain. L'envoi d'un autre système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine est-il envisagé ? Ils le voudraient. Ils l'ont demandé. C'est très rare, parce que beaucoup de systèmes ont été envoyés à l'Ukraine, mais ils l'aimeraient. Je sais, ils en ont fait la demande. Nous allons devoir l'examiner. Il s'agit d'un système très, très cher. Et c'est une honte que nous devions dépenser autant d'argent pour une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'étais président. C'est une guerre terrible, terrible là-bas. C'est vraiment une honte. C'est très triste. Vous savez, quand on parle d'un système comme celui-là, hautement sophistiqué, on parle d'une somme d'argent énorme. Et ils le font parce qu'ils veulent éviter la mort. Cette aide nouvelle et toute relative des États-Unis à l'Ukraine, vous vous en doutez, ne plaît pas du côté de Moscou. Alors on relativise et puis surtout on essaye de trouver un but de guerre à défendre et une explication à donner. Écoutez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Après la décision annoncée par Washington de suspendre les livraisons militaires au régime de Kiev lors de l'inspection des entrepôts du Pentagone, les États-Unis ont fait des déclarations sur la reprise de ces livraisons. Les conséquences de ces mesures doivent être encore évaluées, mais on peut affirmer avec certitude que la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine ne contribuerait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à un règlement pacifique du conflit auquel la communauté internationale, y compris la Maison-Blanche, semble vouloir tous s'atteler. Voilà, si vous voulez une paix, vous l'avez compris, laissez mourir l'Ukraine. Si vous aidez l'Ukraine, cette guerre durera. C'est ce qu'a dit Poutine à Trump au cours de ce coup de téléphone et cette humiliation. D'ailleurs, c'est j'irai jusqu'au bout et personne ne pourra m'arrêter. Alors, en pleine impasse, en tout cas... C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on pourrait juger, puisque Donald Trump, vous le savez, aujourd'hui trouve que Poutine ne raconte que des conneries. Okay. Voilà, exactement, et que c'est quelqu'un de pas fiable. Pourtant, vous allez le voir, en marge du sommet Asie. Vous allez me dire c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Qui on retrouve? Regardez ces images. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et l'inénarrable, l'inébranlable Sergueï Lavrov. Une journée en Malaisie pour ce sommet. Mais c'est ce que vous allez découvrir qui est intéressant. Monsieur Rubio, y aura-t-il des sanctions contre la Russie ? Alors vous l'avez peut-être vu, c'est dommage qu'on n'ait pas de ralenti. Il y a un Gallagher, le côté gêné de Rubio, et il y a Sergueï Lavrov, pardonnez-moi l'expression, mais qui se marre. Et apparemment, Rubio qui fait un clin d'œil à Lavrov. Et vous dites qu'il est gêné, je pense pas. Je pense que ils sont... Il est moins expressif en tout cas. Lavrov se lâche, lui. Mais alors après, l'histoire dans l'histoire, c'est que Rubio, c'est quand même quelqu'un qui a fait une grande partie de sa carrière sur le thème nous avons le bien le plus précieux ici aux États-Unis. Nous sommes un phare dans cette matière pour le monde, celui de la démocratie. Et donc ça voulait dire s'opposer fermement à la Chine, ça voulait dire s'opposer fermement à la Russie. Et tout ça, si vous voulez, alors c'est un grand classique des gens qui se retrouvent dans des postes de pouvoir importants. Le voilà très à l'aise face à Lavrov, comme vous le dites, souriant, clin d'œil, etc. Alors on peut me dire, ah oui, on fait de la diplomatie avec ses ennemis, pas qu'avec ses amis. Mais quand on fait l'enchaînement de ces séquences, 700 drones,
400 drones, des victimes, du terrorisme d'État, parce qu'il faut nommer correctement les choses, et un Donald Trump qui emploie le mot connerie, bullshit en anglais. Moi, j'ai pas le sentiment que Rubio, il est assis en marge de Lausanne face à Lavrov pour lui demander des comptes en lui disant le bullshit, les conneries, c'est terminé. Pas du tout. Je pense que voilà, c'est du changement dans la continuité. Et d'ailleurs, Peskov, et ça m'a beaucoup marqué juste après les propos de Trump, porte-parole du Kremlin, il dit quoi ? Nous réagissons avec calme. Il y a des humeurs du côté de la Maison Blanche. Nous prenons acte et nous continuons. Échange franc et fructueux, voilà ce que déclare Moscou de ses oui, moi je voudrais entretiens, parce qu'il s'agit d'entretiens en fait. En fait, donc ça se fait en marge du sommet des pays de l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Lavrov vient du Brésil où il était le représentant de la Russie au sommet des BRICS. Et Lavrov, vous disiez l'inébranlable, en effet, ça fait quand même 21 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères, donc son expérience et sa dureté dans la négociation est quand même très largement supérieur au secrétaire d'État des États-Unis. La deuxième chose, c'est que les BRICS ont eu un sommet inédit, le 15e, à Rio le week-end dernier, dans une configuration à plus de 20 pays désormais, et la déclaration des BRICS, parce que nous, on est polarisé dans notre agenda européen, la déclaration des BRICS cette année ne dit absolument rien sur la Russie et son attaque sur l'Ukraine. Au contraire, il y a un paragraphe qui mentionne l'importance de chercher une solution à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et Lavrov, il arrive dans cette bilatérale en venant d'un sommet des BRICS où, sincèrement, tous les membres des BRICS ont dit à la Russie, bah, écoutez, dommage que Poutine n'ait pas pu venir parce qu'il y a le mandat d'arrêt, mais évidemment, vous pouvez compter sur notre soutien. Grégory Phillips, je rappelle que vous avez été correspondant aux États-Unis, que vous connaissez bien ce pays, cette campagne également, vous l'avez menée à plusieurs reprises. On les croit ou on les croit pas ? Et on croit qui en fait ? Parce que là, je vous avoue qu'on est un peu perdu. Et nous encore, on est loin. Donc j'imagine les Ukrainiens aujourd'hui. Je crois que j'ai employé tout à l'heure le terme illisible pour la diplomatie américaine, avec ses allers-retours, ses virages à 180 degrés. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, Trump était persuadé qu'il arriverait à une paix rapide avec Poutine. Vous avez parlé de 15 jours. Aujourd'hui, il parle de conneries et de bullshit. Donc on voit quand même un Trump qui évolue sur cette question, mais par exemple sur la question des livraisons d'armes, vous avez le Pentagone qui dit on arrête, vous avez Trump qui dit ah mais attendez, j'étais pas au courant, finalement on va livrer 10 missiles et puis peut-être une batterie de missiles patriotes. Il y a quand même un côté assez illisible de la diplomatie américaine, et en tout cas pour l'instant inefficiente. C'est-à-dire que on n'est absolument pas. On est en direct là sur ces. On n'est absolument pas sur un accord de cessez-le-feu. Les choses n'avancent pas, ne progressent pas. Les Russes tapent plus fort nuit après nuit. Donc, en tout cas, pour l'instant, les démarches menées. Souvenez-vous les négociations d'Istanbul. Ça n'a vraiment servi à rien. Les démarches menées par les États-Unis sont inefficaces à ce stade. Et ce qui est assez incroyable, juste pour terminer, c'est que Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, je crois que c'était hier, après les remontrances de Donald Trump, a dit « Oh, il est comme ça, il parle comme ça ». Faut que ça se calme et on reprendra nos discussions. Les discussions reprennent et on verra si Trump est calmé. On a l'impression que de toute façon, du côté de Moscou, on prend Washington pour des pantins. Ils les prennent pour des pantins, mais surtout, ils ne sont pas sur la même frise de temps. Le temps va très vite, l'information va très vite. Trump change d'avis, c'est tout et son contraire. Un coup, c'est le Pentagone, un coup, c'est la Maison-Blanche, un coup, c'est Trump, un coup, c'est Rubio. Donc, ça va très vite. Du côté russe, ils ont le temps, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps d'analyser, ils prennent du recul en disant bon, il était de mauvaise humeur ce matin, il serait de meilleure humeur demain. Et donc, ça va changer. Tout ce qui sort de la bouche de Trump ou de la porte-parole de la Maison-Blanche est à prendre avec les pincettes. Et il faut attendre les actes. Et les actes, on n'en a toujours pas vu. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était passionnant.